Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous! Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bienvenue pour ce cercle spécial conseils pour dépasser nos blocages sur la sodomie. Vous êtes très sympa avec moi. Nous enregistrons aujourd'hui à Lyon au centre de santé sexuelle Le Griffon, spécialisé dans l'accueil des personnes LGBTQIA+, et travailleurs-travailleuses du sexe. Face à moi, 15 auditeurs sont assis, le cœur battant. Vous avez le cœur qui bat ? Dans les starting blocks, prêts à partager leurs questions, leurs doutes et leur vécu autour de la sodomie. Et à ma gauche, j'accueille le docteur Aurélien Garros, proctologue, et Muriel Sanchez, sexologue, kinésithérapeute et périnéologue. J'ai réussi à le dire en entier. Muriel et Aurélien font des consultations ici au Griffon à Lyon pour aider des patients sur les douleurs anales, sur leurs douleurs anales pendant la sodomie. La sodomie n'a donc plus de secret pour eux et ils vont répondre à nos questions et nous donner astuces et conseils. Une dernière fois, on peut clapper des petits doigts. Et je suis super content que vous soyez là. Et avant qu'on lance la première question, j'avais envie de vous raconter un petit truc. Il y a quelques jours, à mon habitude, je poste une vidéo TikTok, Instagram sur la santé anale et le lavement avant la sodomie. Parmi les habituels commentaires haineux sur la vidéo, j'en lis un que je n'avais jamais eu avant. Déchéance. Juste ce mot. La personne m'avait écrit déchéance. Internet me dit que la déchéance, c'est la perte d'un droit. Une personne peut être déchue de certains droits, souvent à titre de sanction parce qu'elle n'a pas respecté certaines obligations. Parler de sodomie, c'est bien faire face à la peur d'un déclassement. Perdre notre place de citoyen, notre place dans nos familles peut-être, auprès de nos amis. Donc, je vous raconte tout ça pour dire que c'est bien normal si là, vous avez peur aujourd'hui, dans notre cercle de parole ou même dans vos couples, dans vos relations avec vos amis, si vous avez peur d'en parler. Parce que se taire, c'est une obligation sociale, peut-être pour survivre. Mais bonne nouvelle, comprendre ce processus de silenciation et décider d'en sortir, c'est selon moi 80% du taf pour sortir de ces blocages sexuels. Ce n'est pas un chiffre scientifique, c'est juste du Guillaume au doigt levé. En tout cas, c'est toute l'idée derrière ce podcast et ce cercle de parole aujourd'hui. Et moi, je suis très heureux de partager ce moment vulnérable et donc révolutionnaire avec vous. Merci pour votre confiance. Et en avant pour notre libération de nos petits culs, de nos bites. Alors, Muriel, si tu parles, tu peux, mais c'est au micro. Même si on n'a pas de bite. Même si on n'a pas de bite. Tout à fait. Et alors, j'ai envie qu'on commence par toi, Diego. Oui. Si tu es d'accord, et je sais déjà que tu es d'accord. Oui. Et on va commencer notre sujet sur conseils et blocages autour de la sodomie par la porte de douleur et plaisir. Et toi, donc on a fait des petits post-it avant, on s'est rencontrés entre nous, entre la quinzaine des auditeurs qui sont là. Et toi, sur ton post-it, Diego, tu as indiqué « Je n'aime pas être doigté ». Oui. Alors on rentre direct dans le sujet avec toi. Est-ce que tu es à l'aise de nous en dire un peu plus ? Alors oui, moi, normalement, dans mes rapports sexuels, je joue comme pénétrant et celui pénétré. Et moi, j'ai remarqué que les 100% de mes partenaires passifs
prendre plaisir quand j'ai introduit mes doigts. Ouais. C'est du plaisir, il les demande. Et 100% de mes partenaires actifs prennent du plaisir à me doigter, alors que moi, j'aime pas. J'aime pas du tout, ça me bloque, ça me fait mal, je me sens un peu comme en consultation médicale. C'est pas quelque chose de très sexy pour moi. Juste que je comprenne, excuse-moi, toi tu as commencé ta phrase là en disant tu es pénétrant et pénétré. Oui. Ok, donc toi tu apprécies les deux. Oui. Et donc quand tu es pénétré, tu apprécies que ça soit un pénis ou un jouet, mais pas des doigts, c'est ça? Un pénis, mais avec un jouet, je ne ressens pas de plaisir. Et même moi-même, les fois que j'ai essayé, oui, ça ne donne pas vraiment de plaisir. Pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Okay. Par contre, si c'est avec mes doigts, ça va. Ça, c'est pas mal. Je vais même arriver à avoir un orgasme prostatique avec mes propres doigts. Okay. Mais si c'est les doigts à la main de quelqu'un d'autre, je ne peux pas. Et donc, moi, je préfère me faire lécher. Mais moi, j'ai aussi un rapport avec l'hygiène sexuelle. Donc, c'est une chose que je ne fais pas. Donc, pour moi, c'est un peu incongruent de demander de mes partenaires quelque chose que je ne suis pas prêt à donner. Toi, tu ne feras pas d'anulingus, mais tu aimes bien en recevoir. Oui, exactement. Okay. Et sur cette question d'être doigté par l'autre, enfin, justement, est-ce que c'est une question pour toi? Tu te dis c'est dommage ou non? Alors oui, parce que je vois dans mes partenaires actifs que ça leur donne du plaisir aussi. C'est un moment d'excitation et ça les excite de voir qu'ils donnent du plaisir avec leurs doigts. Alors que pour moi, ce n'est pas le cas. Et moi, j'essaie toujours de dire non, merci, fais pas ça. Uh-huh. Et il y a des gens qui ne le prennent pas très bien. Mm-hmm. Dernière question avant du coup de me tourner vers Aurélien et Muriel. C'est quoi la différence de ce qui se passe dans ta tête ou dans le moment quand l'autre te pénètre avec son pénis versus quand il essaye de mettre les doigts? C'est que tu ressens une sensation différente? Oui, la sensation c'est différente, c'est douloureux. Avec les doigts. Avec les doigts, et il y a pas de plaisir, mais pas du tout. C'est pas placentaire pour moi. Ok. Et c'est douloureux. Est-ce que Aurélien, tu veux commencer avec un regard proctologique? Est-ce que soit tu as des questions pour Diego, soit tu me regardes avec des regards. Tu as l'air inquiet. Déjà, je dirais que il y a plein de gens qui aiment pas se faire doigter et qui aiment se faire pénétrer par un pénis et d'autres par des objets. Déjà, la première réponse, ça peut être de dire c'est pas une norme et c'est ok si t'aimes pas les doigts et que t'aimes d'autres choses, et il n'y a pas forcément besoin absolument de chercher à aimer ça, quoi. C'est pas, tu te retrouverais pas hors norme ou anormal. Après, peut-être que aussi les doigts, c'est un côté un peu osseux, un peu anguleux. On peut tout à fait ne pas apprécier, comme il y a des gens qui aiment pas. C'est une des questions qu'on abordera peut-être, les objets, parce qu'il y a quelque chose de moins charnel que le pénis. Et puis on n'a pas les mêmes représentations d'excitation sur un doigt que sur un pénis, donc peut-être c'est pas grave. Après, peut-être que la pénétration avec le doigt, elle est pas préparée autant que quand tu te fais pénétrer par un pénis, en termes de lubrification, de rentrer doucement, ce genre de choses qui font que tu apprécies moins le doigt. C'est fait un peu plus vite fait. Ouais, c'est ça. Tu vois une différence sur l'avant doigtage et l'avant pénis? Non. Non. C'est vraiment, oui, plutôt la texture des doigts. Parfois, les ongles, s'ils sont pas bien coupés. Oui, c'est. Ah, les ongles. Les mecs. Moi, j'ai une fixation sur les mains des personnes. Donc, si je vois un mec qui n'a pas des belles mains, ça me donne pas de plaisir parce que c'est pas une chose que j'aime de cette personne. Mm-hmm. Mais oui, en réalité, toi, dans ton expérience, tu as eu l'impression que tu étais le seul un peu comme ça, mais c'est loin d'être un cas isolé. Hein. Je sais pas si, Muriel, tu veux dire... Je vais rajouter une petite chose avec beaucoup de parenthèses, beaucoup d'accolades. Je suis tout à fait d'accord avec Aurélien, c'est-à-dire que tous les goûts sont dans la nature. Hein. Voilà, si on n'aime pas les doigts, on n'aime pas les doigts.
Tant pis, hein, on a insisté, on a essayé. Voilà, donc, il y a des gens qui aiment la confiture de fraises, d'autres la confiture d'abricot. Hein, c'est comme ça. Voilà. Après, moi, ça m'évoque un cas qu'on a rencontré avec Aurélien. Donc, ce que tu n'as pas dit, Aurélien, mais bon, tu me reprends, Aurélien, c'est que, anatomiquement, un doigt c'est plus petit qu'un pénis. Donc, sur le plan de ton anatomie, il y a aucune raison qu'un pénis t'apporte du plaisir et pénètre sans douleur et qu'un doigt te fasse mal, en fait. Hein, sur le plan anatomique, j'entends. Hein. En revanche, voilà, c'est peut-être que cette pénétration digitale, elle peut de façon consciente ou inconsciente évoquer un souvenir d'infraction de ton intimité, hein, non consentante quand tu étais au début de ta sexualité ou quand tu étais enfant, qui fait que le doigt c'est un très mauvais souvenir pour toi et que c'est compliqué pour toi d'accepter un doigt. Non, donc peut-être que on t'a pénétré avec un doigt de façon volontaire alors que tu étais absolument pas consentant. Hein. Et puis donc tu parles aussi que pour toi c'est un geste médical. Hein. Donc je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à Aurélien, donc je vais lui passer la parole s'il veut en rajouter. Mais il y a des violences proctologiques aussi qui existent. Hein. Donc on peut avoir le mauvais souvenir d'un examen proctologique. T'es pas obligé, Diego, de... Oui, Tu n'es pas obligé de répondre, hein, donc c'est juste... Mais dans mon cas, c'est pas ça du tout ça. Ça te parle pas, ouais. Oui, ça me parle pas. C'est vraiment... C'est une chose que j'ai découvert en fait avec mon mari, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai des rapports fréquemment. Donc avant, quand j'avais des rapports d'un soir, oui, ça n'arrivait pas tout le temps, mais avec mon mari, j'ai commencé à voir que ça l'excitait. Et à un moment donné, j'ai dit, non, attends, parce que ça ne me plaît pas en fait. Et tu l'abordes là, dans ce cercle de parole, est-ce que il y a une part de toi qui est déçue de ça? Parce qu'on pourrait aussi se dire, si tu aimes d'autres choses, voilà, c'est juste... Pour moi, c'est un sujet parce que moi, je vois que je suis en train un peu de décevoir mon partenaire, parce que je vois que ça les excite. Et moi, j'arrive pas à donner cette excitation. Comment tu sais que ça déçoit ton partenaire? Ils te le disent? Oui, pas avec des mots, mais avec des sons, avec son visage change. Oui, tu vois l'excitation du moment. Mais comment tu sais que tu les déçois si ils ne te doigtent pas? Moi, je suis pas du tout sûr que je suis en train de les décevoir. Ça, c'est mon pensée à moi. Ouais. Et c'est ça qui me bloque. Mais c'est vraiment un truc à moi. Faut lui demander. Demande-lui. Ouais. Ouais. Alors, si c'est un partenaire fixe comme mon mari, avec lui, c'est clair. On a déjà parlé du sujet. Mais si c'est quelqu'un que tu te rencontres pour plein d'un jour, peut-être que je ne vais pas avoir l'opportunité de parler de ça en amont. Il y a plusieurs personnes qui hochent de la tête. Ouais, c'est plus compliqué de parler de ces sujets intimes avec des inconnus, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Je te propose de passer le micro à Jonas. Jonas, sur ton petit post-it de préparation. Tu as dit, tu as écrit, j'ai des douleurs et sensations de brûlure lors de la pénétration passive. Et tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus, mais tu avais une question spécifique. Y a-t-il des lubrifiants, astuces ou types de poppers conseillés pour une pénétration moins douloureuse? Oui. Est-ce que tu veux mettre des mots sur la douleur que tu peux ressentir? Elle est automatique, elle est à chaque essai? C'est à chaque essai, en fait. Et dès le début de ma sexualité, c'était comme ça. Du coup, ça a toujours été très, très douloureux, où il fallait vraiment que je prenne sur moi, etc. Parce que, notamment avec ma première relation... je vais t'inviter à mettre le micro. Ouais, non, t'es cool, c'est super. Voilà. Parce que, du coup, c'était le seul moyen que je connaissais, du coup, parce que c'était mon premier copain. Donc forcément, moi, je voyais que ça, en fait, pour lui donner du plaisir. Et comme il était uniquement actif, voilà. Tu t'es obligé? Ouais, voilà, je me suis obligé. Et c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Mais j'y vais quand même à reculons parce que j'ai toujours... je sais que ça va donner du plaisir à mon partenaire, mais je sais que je vais avoir mal
Donc bon, si je peux m'en passer, je le fais, quoi. Ok. C'était quand ces premières fois où tu t'es obligé? C'était quand le début de ta sexualité? J'avais 19 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, donc voilà, ça date quand même un petit peu. Et depuis 19 ans, quand tu essayes d'être pénétré, tu as toujours mal? Ouais, ok. Toujours. J'ai une première question pour Aurélien. Est-ce qu'il y a des aspects médicaux qui peuvent expliquer? Donc après, il y aura des aspects peut-être sexos pour Muriel, mais avant, est-ce que toi, par exemple, Jonas, tu es allé consulter un proctologue pour vérifier? Oui, je suis allé consulter un proctologue. D'ailleurs, je suis suivi actuellement, mais j'ai pas de maladie de Crohn ou autre qui pourrait, du coup, faire en sorte que j'ai systématiquement mal. Est-ce qu'il y a des maladies ou des soucis anatomiques qui peuvent expliquer une pénétration douloureuse? Pas du tout liée au psy? Oui, il peut y avoir toutes les pathologies proctologiques. Les plus fréquentes, c'est les hémorroïdes et les fissures. Et après, généralement, c'est des pathologies qui donnent des symptômes aussi dans d'autres situations que dans la sodomie. Si c'est vraiment que pendant la sodomie, c'est probablement pas tellement un problème proctologique, mais il faut aller se faire examiner au moins une fois pour ensuite avancer sur le plan sexo, quoi. Parce que ce que je comprends, et d'ailleurs c'est le cœur de vos consultations à deux, Aurélien et Muriel, c'est qu'il y a un aspect proctologue médical que vous allez observer, et puis après un aspect plus sexo sur juste. Alors dans le micro. Musculaire. Ouais. Est-ce que toi toi Muriel, t'as des pistes ou des questions pour Jonas qui pourrait explorer, même si bon là c'est pas une séance thérapeutique, mais t'es d'accord, Jonas? Ah oui, pas contre? il y a pas de problème. C'est toi, dans ta question, tu demandais des astuces. Parce que j'ai quand même essayé de me renseigner et tout, mais du coup après les connaissances en elles-mêmes, je les ai pas en fait. D'accord. Donc, alors, avant de donner une piste, je vais donner un conseil à Jonas. Donc, c'est un conseil de bon sens, mais je veux dire, on fait ce qu'on peut dans sa sexualité. La première des choses, c'est que jamais, 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 il faut insister sur une douleur. C'est-à-dire que quand on a mal, ça va pas passer. Et puisque tu as 33 ans et que cette douleur, elle existe depuis ton premier rapport, tu as bien vu que c'est pas en insistant que ça passe. Au contraire, la douleur, elle se pérennise parce que tu vas développer des réflexes de défense. Tu le dis très bien. Si je peux ne pas y couper, j'y vais pas. Et en fait, quand tu vas être sur le point d'accepter d'être pénétré, ton muscle périnée, ton anus, contre ta volonté, il va se contracter. C'est ce qu'on appelle une contraction de défense, parce que notre corps, il n'est pas maso, personne n'est maso. Et je veux dire, même si toi, tu serres les dents et tu y vas, ton corps, il va pas répondre. Donc tu vas contracter, ça va augmenter, du coup, du coup, tu seras pas bien détendu et tu vas avoir des douleurs. Donc normalement, il faut qu'il y ait toute une prise en charge que tu peux réaliser seul ou accompagné de quelqu'un comme moi, où on va en fait essayer de casser ce réflexe de contraction de défense par des tas de moyens que je ne vais pas développer. Et tu vas avoir aussi des phénomènes d'hypersensibilisation douloureuse. C'est-à-dire que quand, mais ça marche pour n'importe quelle zone de son corps. Je veux dire, quand en permanence, il y a une épine irritative qui vient provoquer une douleur, petit à petit, cette zone, elle va ressentir une sensation douloureuse pour, un contact qui va être infime. Tu vois, donc. Par exemple, dès qu'on va poser le doigt, tu vas avoir mal alors que c'est juste un toucher léger. Ça te parle, ça, Jonas? Alors oui, mais pas dans ce cadre-là, oui. Ah ouais. Voilà, donc le premier conseil que j'ai à donner à Jonas, c'est dans un premier temps, arrêter de se forcer et s'il le désire, faire l'objet d'une prise en charge un peu plus spécifique. C'est quelque chose que j'avais envisagé aussi, oui. Voilà. Et parce que tu as continué à te forcer depuis que tu as 19 ans? Oui. Régulièrement, ouais. À chaque fois que j'étais passif, oui. Et tu dis que tu prends quand même du plaisir à un moment donné? Oui, parce que vu que je donne du plaisir à mon partenaire, en fait, ça joue aussi sur mon excitation. Donc forcément, sur le moment, je vais être aussi excité, je vais aussi prendre un peu de plaisir. Mais la douleur va quand même être tellement grande que de toute manière, voilà, je vais pas remettre le couvert le lendemain, quoi. Et est-ce que c'est uniquement... Est-ce que par exemple, juste avec un doigt ou même avec ton doigt, tu as ces mêmes douleurs-là, anales?
Alors beaucoup moins. Un petit peu, mais beaucoup moins, du coup. Moi, j'ai une question pour Muriel. Est-ce que ça existe, la mémoire traumatique? Enfin, tu vois, Oui, bien sûr. donc de se dire, la toute première fois, dans ma sexualité, la première fois a été traumatique et où je me suis forcé. Et en fait, c'est après quelque chose qui reste, tu me dis oui. Et est-ce qu'il est possible de déconstruire ce Bien sûr. trauma qui se répète? C'est tout l'objet d'une prise en charge kiné, pelvi-périnéologique, sexologique. Alors, je sais pas si tu veux que je la détaille ici. Hein, donc, Est-ce que ça peut être succinct en 1 minute? Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est quoi le chemin autre? Donc, il y a la thérapie. Mais en dehors de la thérapie, c'est quoi, par exemple, la rééducation? Alors, l'auto-rééducation, peut-être, c'est ce qu'on propose ici en consultation le plus souvent avec Aurélien. Donc, en fait, on va proposer à nos patients, déjà, on interdit la sexualité anale réceptive tant qu'elle est douloureuse. D'abord, on arrête. Il faut arrêter le massacre, j'ai envie de dire, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc, ensuite, on va proposer l'application biquotidienne pendant 6 mois d'une crème, juste au niveau de l'anus et du canal anal, qui contient une toute petite dose d'anesthésiant et des corps gras, afin de désensibiliser progressivement, pas d'endormir, la zone sur le plan cutané. Et donc, c'est un vrai travail de désensibilisation. Donc, ça se fait au long cours. Ensuite, on va proposer, je propose donc aux patients avec leurs propres doigts, eux-mêmes, avec de l'huile d'amande douce ou un lubrifiant gras ou la crème donc qu'on prescrit, de s'automasser. Et puis ensuite, moi, ma formation initiale, c'est la kinésithérapie. Imaginez que vous ayez mal aux épaules, ça serait pareil, sauf que ça va être au niveau de votre périnée. Donc, vous allez masser donc votre anus, puis les muscles qui sont un petit peu au-dessus du périnée, puis vous allez les étirer tout en douceur. Donc, il y a des techniques, on contracte tout doucement, et puis on étire toujours avec beaucoup de douceur et dans la limite de la douleur. Voilà, parce que il faut imaginer qu'à chaque fois que vous avez mal, vous contractez. Donc nous, on essaye d'étirer. Donc si vous vous faites mal, c'est contre-productif. Et il y a un moment donné où du coup, le corps va modifier sa réponse automatique. Exactement. Alors, il va la modifier parce que ensuite, il y a une véritable réadaptation. On donne on préconise des dilatateurs aux patients et progressivement, après préparation, massage, étirement, on introduit progressivement des dilatateurs de différentes tailles pour justement déconditionner donc ce réflexe de contraction, de protection de son périnée qui a été mis en place par notre corps pour se protéger de la douleur. Et donc, voilà. Merci Muriel. À moins que Jonas t'ait quelque chose à dire, je te propose de... Quand vous entendez dilatateur, c'est des plugs ou... Alors, moi, j'utilise pas des plugs, mais j'utilise, en fait, avec Aurélien, c'est ma rencontre avec Aurélien qui m'a fait m'intéresser à cette problématique de l'anodyspareunie. Mais bon, moi, j'ai une très grande expérience chez les femmes. Alors, je ne sais pas l'objet, mais enfin, je veux dire, il y a des tas de femmes qui ont des douleurs, donc, quand elles sont pénétrer au niveau vaginal. Et en fait, j'ai transposé ce que l'on utilise avec les femmes chez les hommes. Ça marche super bien. Donc, tout ça pour dire, j'utilise en fait des dilatateurs vaginaux qui sont en silicone médical. Moi, n'oubliez pas, je suis une profession médicale, donc comme je le fais au cabinet. Donc, et ça a différentes tailles. Et c'est surtout le diamètre qui compte. Je pense qu'on doit pouvoir trouver des plugs de diamètre croissant. Donc, je sais pas, je peux citer ce que j'utilise? Non, c'est une blague, vas-y. Non, mais je sais pas. C'est une blague. Voilà, donc... mais cite si t'as envie. Oui, non, mais c'est juste, si on peut... j'en connais pas 50 000, ceux qui sont les plus confortables à mon sens, c'est ceux qui sont commercialisés par Bivea, B-I-V-E-A, et ils s'appellent Vagiwell. Voilà. Super. Donc, je vous explique. Alors, ils sont... alors, il y a Aurélien qui me fait coucou. En silicone mais vas-y, des pastels. Vas-y, Aurélien. Oui. Tu peux. Et pendant ce temps-là, Jonas, peux-tu faire voyager le micro jusqu'à Michael, s'il te plaît? Je voulais juste compléter en disant que ce que propose Muriel, je pense qu'il faut quand même que ce soit initié au moins une fois. Faut pas commencer tout seul parce qu'il y a comme des conseils, il y a des choses à vérifier. Sinon, on peut se faire aussi du mal si on fait pas. Ouais, faut être accompagné. Surtout, en fait, ce que je trouve vachement inspirant, c'est que il y a donc des automatismes qui nous dépassent. Et il y a, tu sais, parfois un peu notre esprit se dit, mais c'est moi qui. Mais en fait, il y a quelque chose qui nous dépasse. Il faut qu'on soit aidé, quoi.
Et je voulais aussi rajouter un autre truc. Bon, tout dépend ça peut être un peu traumatique dès le début. Et c'est pas forcément nécessaire, mais selon le niveau de traumatisme qu'était le premier rapport ou les premiers rapports, on peut des fois ne pas se permettre d'éviter aussi de faire un travail de psychothérapie. Ouais. Oui, d'essayer de comprendre. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'on propose cette consultation qui est pluridisciplinaire et large. On commence toujours par une évaluation sexologique. Magnifique. Je t'interromps, Muriel, pour que Michael... Salut, Michael. Bonjour. Coucou. Michael, tu as mis sur ton magnifique post-it quel gel avec quel préservatif pour optimiser le plaisir. Ma première question pour toi, Michael, c'est qu'à côté de ton prénom, tu m'as dessiné, sais pas, un arbre couché, non? C'est quoi? C'était le micro. C'était un micro, bien sûr. J'étais à deux doigts de dire un chou-fleur. Ça va être la saison. Honnêtement, je questionne. On n'est pas là pour parler de tes talents. Je rigole. Pourquoi c'est une question qui t'intéresse, Michael? Parce que, en fait, dans ma sexualité, je pratiquais pas la sexualité de la sodomie avec les filles avant. Et donc, comme je m'intéresse... juste, parce que c'est vrai que nous, on s'est parlé entre nous, donc tu t'es déjà introduit. Est-ce que tu veux dire 2 mots pour contextualiser ce que tu viens de dire? Donc, jusqu'à aujourd'hui, je m'intéressais pas forcément à la sexualité avec les hommes. Donc, c'est depuis cette année, au printemps, que j'ai décidé, avec plaisir, de m'intéresser à ce versant-là de ma vie. Et donc, j'ai pas beaucoup d'expérience avec la sexualité avec les hommes. Et donc, j'ai peu pratiqué la sodomie avant. Donc, c'est des questions qui m'intéressent pour, dans l'idée, avoir le plus de plaisir sans avoir trop de gêne ou de douleur ou de sensations désagréables. Ok. Est-ce que tu es à l'aise, et tu n'es pas obligé de répondre, est-ce que tu es à l'aise de me dire, donc tu as déjà fait des essais avec des gels et ou des préservatifs et tu as ressenti une gêne? Alors en fait, je ne me suis pas fait pénétrer, mais j'ai été pénétrant, mais j'ai été gêné par certains préservatifs que j'ai pu utiliser avec le gel. Et par exemple, c'était quoi ta gêne? C'est que tu as perdu ton érection ou ça t'a brûlé? Ouais, en fait, j'ai perdu l'érection et du coup, je me suis questionné, mais sans en parler avec mon partenaire, est-ce que c'est pas lié au matériel qu'on a utilisé, donc le gel et le préservatif, en fait? Est-ce qu'il y a eu d'autres fois où tu as pénétré avec un préservatif et tu n'as pas perdu ton érection? Non. À chaque fois que tu as essayé de pénétrer, des fois ça réussit quand même, hein, mais j'arrive pas à la maintenir dans la durée en fait. Du coup, je préfère me retirer et passer une sexualité avec mon partenaire sans pénétration du coup. Oui. Muriel veut poser une question. Ouais, vas-y. Est-ce que ces troubles de l'érection, tu les avais avec tes partenaires filles? Non. Ok. Et j'ai une dernière question pour toi avant qu'on te réponde. Est-ce que tu as des sensations de corps sur ton pénis, genre brûlure, est-ce que picotement, ça te gratte? Oui, en fait, je suis allergique au latex, mais en fait, je fais attention à prendre des préservatifs sans latex, donc ça ne m'arrive plus maintenant, en fait. Donc, tu mets ton préservatif et tu es en érection, et là, tu n'as pas de sensation particulière, ça brûle pas, ça machine pas, ouais. Allergie, ok. Je propose à Muriel ou à Aurélien de répondre. J'ai un autre post-it anonyme pour compléter cette question. Je ressens une gêne lors de pénétration synthétique, préservatif, jouet ou gants. Je doute que cela soit une allergie. Je doute que cela soit une allergie. C'est possible, point d'interrogation? Je commence. Les allergies, c'est possible, tout ça existe. Après, l'idée, c'est dans ce cas-là d'essayer avec des lubrifiants ou des gels de différentes compositions. Et si ça se reproduit pas, c'est que c'est pas ça. Le plus souvent, c'est pas une allergie, mais je peux pas dire que ça existe pas. Après, il y a beaucoup de personnes qui décrivent moins bien aimer la sensation quand il y a quelque chose de synthétique, notamment un préservatif. Ça reste, je pense, un frein. On peut, à mon avis, essayer de compenser en choisissant le lubrifiant qui convient le mieux ou le moins mal, qui peut être à la fois pour le pénétrant ou pour le pénétré. C'est aussi un sujet pour le pénétré qui a des douleurs. Nous, quand on a préparé ce cercle de parole, un des points clés qu'on voulait transmettre aux gens, que vous m'avez dit, c'est l'astuce lubrifiant cœur-cœur. Oui. Est-ce que c'est pas le moment d'aller dans cette astuce lubrifiant cœur-cœur?
Bien sûr, parce que c'est sûr que on l'avait évoqué surtout pour la problématique des gens qui ont des douleurs quand ils se font pénétrer. C'est-à-dire que déjà il y a des personnes qui mettent pas de lubrifiant, qui pensent que la salive c'est suffisant, ou qui ont même l'idée que si ça glisse trop, le pénétrant va moins prendre de plaisir. Donc ça, bon, si ça se passe bien comme ça, pourquoi pas, mais si ça se passe pas bien, c'est une façon de faire qu'il faut modifier, et vraiment d'utiliser du lubrifiant en bonne quantité, en mettant suffisamment sur le pénis, autour de l'anus, dans l'anus, en remettant si besoin au fur et à mesure de la pénétration, c'est vraiment important. Et le choix du lubrifiant aussi. Déjà, il y a sûrement des lubrifiants premier prix qui sont globalement moins efficaces que d'autres. Après, il y a plusieurs types de lubrifiants. Il y a des lubrifiants à l'eau et des lubrifiants siliconés et des lubrifiants gras. Donc après, il y a des personnes qui préfèrent les lubrifiants à l'eau, d'autres les siliconés, où il y a des mélanges des deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça fonctionne pas, faut en essayer d'autres catégories de lubrifiants, d'autres marques, jusqu'à trouver celui qui convient. Et après, quand on s'en sort pas avec les lubrifiants, nous, ce qu'on conseille parfois, mais c'est pas recommandé avec les préservatifs, c'est des lubrifiants gras comme l'huile d'amande douce ou d'autres huiles qui souvent glissent beaucoup mieux et ça marche mieux, et ça a pu résoudre des fois assez facilement des problèmes de douleur. Huile de coco, par exemple, je peux ? Bon, je pense, oui. C'est ce genre de... Oui, c'est pas... En tout cas, il n'y a aucun risque d'essayer l'huile de coco. Ouais. Okay. Après, donc, par contre, voilà, le message, c'est tous les lubrifiants gras, dont l'huile, ça rend les préservatifs poreux, donc ça augmente le risque d'infection sexuellement transmissible. Mais si déjà on mettait pas de préservatif, si on a la PrEP, etc., c'est un point à mesurer, un risque à mesurer. Ouais. On ne recommande pas en théorie de le faire sur le plan infectieux, mais sur le plan des douleurs, ça peut améliorer la situation. Je trouve qu'il y a un défi aussi dans le lubrifiant que moi j'ai rencontré, qui est parfois je suis gêné d'interrompre. Et ça, mais j'y ai pensé, et j'ai des auditeurs qui m'ont dit qu'ils partageaient ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver à interrompre un peu le moment pour remettre du lubrifiant. Moi, ça m'est déjà traversé l'esprit, quoi. Ouais, ça, après, c'est comme le sujet tout à l'heure sur les doigts. Et de toute façon, si on veut que ça aille mieux, il faut pouvoir communiquer avec son partenaire, même un partenaire d'un soir, et se dire que ce partenaire, il a probablement été confronté à plein de problèmes similaires et qu'il n'y a pas de raison qu'il ne comprenne pas. Ouais. Il faut l'avoir sous la main, hein, il faut être pratique. Pas au fin fond de la salle de bain. Le lubrifiant, oui. Ouais, c'est ça, il faut l'avoir sous la main. Moi, c'est vrai que, et du coup, Muriel, tu peux prendre le micro si tu veux. Moi, je me demande, c'est quoi le lien? Souvent, quand on perd son érection, ça peut être aussi psychologique. Donc, il y a tout l'aspect médical, etc. Ça peut être aussi psychologique. C'est marrant, pour toi, Mickaël, avec les femmes, tu n'avais pas de perte d'érection. On est d'accord que tu portais des préservatifs dans ces cas-là? Oui. Ok. Moi, du coup, je demande à Muriel si tu as des pistes. Oui, en tout cas, j'aurais bien passé la main à Muriel pour ce. Mais pour toi, je pense pas que c'est plus le lubrifiant que la main. Le problème, le micro. Plus la main, c'est le micro. Ouais, pour toi, c'est pas le lubrifiant ou le préservatif. Non, je pense pas que. Attends, je suis pas bien. Je ne pense pas que ce soit le lubrifiant le problème. Je crois que Mickaël, tu nous as dit que tu découvrais la sexualité avec des hommes depuis très peu de temps. Bravo à toi. Quelques mois. Voilà. Le printemps. Voilà. Donc, c'est le lobby qui fonctionne. Très nouveau. Alors, juste une question pratique avant d'enchaîner avec aussi le plus de nuances possible, parce que je ne sais pas si c'est le lieu non plus pour être trop intrusif dans ton intimité. Mais est-ce que ça te fait mal? Parce que, enfin, je veux dire, un vagin, c'est pas un anus. Hein. Un vagin, c'est quand même plus souple, plus élastique, plus adaptable. Ça te fait mal? En fait, la pression, elle peut être surprenante, en fait. Hein, okay. Donc, laisse-le répondre. Oui. Non, ça me fait pas plus mal que ça, non. Ouais. D'accord. Mais ça change. Oui. Les premières fois, en fait, j'avais moins de sensations. En fait, du coup, j'avais l'impression de, en fait, où est-ce qu'elles sont. Ouais. Et où est-ce qu'elles sont les sensations? Ouais. En tant que pénétrant. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu perdu en fait sur ce moment, les premières fois. Et du coup, ça m'a trop fait cogiter. Je suis reparti un petit peu dans mon mental et mes réflexions. Et du coup, je dis attends, on va continuer autrement. Quelle réflexion? Tu pensais à quoi à ce moment-là? À quoi ça sert de continuer à ce que je pénètre mon partenaire si j'ai pas de sensation de plaisir?
Du coup, j'en ai plus si jamais on fait du sexe soft, par exemple. Alors, je veux dire, tu as le droit de préférer le sexe soft. Hein, voilà, encore une fois, moi, j'aime bien mes exemples de confiture. Hein. Donc, donc, il faut faire attention aux injonctions en matière de sexualité. Hein. Donc, c'est vrai, ça peut-être que... Est-ce que quand tu as un rapport sexuel avec un homme, tu dis, je suis obligé de passer par la case sodomie, toi, Michael? Pas du tout. Non, parce que les premières expériences, c'était vraiment sexe soft, ça me plaisait bien. Et après, c'était plutôt moi qui ai eu la curiosité aussi d'aller découvrir ça. Et je suis pas fermé non plus, à un moment donné, à ce que je sois pénétré également. Mais... Okay. Donc d'abord, la sexualité, on nous le dit jamais, mais ça s'apprend. Donc là, passer des femmes aux hommes, donc sur le plan purement technique, c'est pas les mêmes sensations. Donc forcément, je veux dire, il y a une adaptation. Ton corps doit s'adapter, la façon dont tu as construit ta sexualité jusque-là, elle va s'adapter. Et puis, c'est un cheminement psychologique et intellectuel qui est pas forcément simple. On vit quand même dans une société où voilà, c'est pas une évidence de se dire finalement ce que je préfère c'est les hommes. Je peux te demander si ça te parle. Est-ce que toi ça, le moment où tu dis ok, je sais pas si tu t'identifies bi ou gay, est-ce qu'il y a de la peur dans ce mouvement-là ou tu te sens très libre? Aujourd'hui, je peux dire que j'aime bien les deux. Et j'ai pas envie de me fermer. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'aime bien les hommes que je vais me fermer à la sexualité plus tard avec les femmes. Donc en fait, j'aime bien les deux et c'est bien comme ça. Ma question, c'est Muriel parlait de la pression, c'est-à-dire que c'est quand même pas évident dans la société dans laquelle on vit. Est-ce que toi tu ressens une telle pression qui pourrait venir impacter ta sexualité avec un homme? Pas dans les moments intimes en tout cas. En fait, puis ça me dérange pas aussi d'être proche dans la rue, etc. D'être visible en tout cas. Ouais. Ok. Et sinon. Il y a des tout petits moyens très simples pour consolider un tout petit peu ton érection, qui est en fait une érection instable. Voilà, tu as du mal à la maintenir. Et également, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut une rigidité plus importante pour pénétrer un anus qu'un vagin. Je pense que tu es peut-être le seul à le savoir ici. Voilà, donc. Ne présuppose pas de la vie sexuelle des gens. C'est peut-être pas le seul. Non. Peut-être, j'ai dit. Donc voilà. Donc voilà, c'est vrai que du coup ton érection, ton excitation doit s'adapter également. J'ai une question, tu as eu combien de partenaires depuis le printemps? Parce qu'il y a aussi, moi j'ai envie de rajouter un dernier truc sous ton contrôle, Muriel. Il y a aussi le partenaire qui est essentiel à ce que je garde mon érection, c'est mon excitation, ma joie d'être là, mon confort. Tu es à l'aise de dire combien tu as eu d'essais? J'en ai eu 3. Déjà pas mal. Donc pour faire des essais. C'est juste, Guillaume, est-ce que tu veux que je donne 3 petits trucs à Thomas pour de façon essayer... très succincte. Ouais, tu as le droit. Juste pour stabiliser son érection, donc tu peux utiliser des cock rings. Des coq, comme bite en anglais. C'est le mari de la poule. Non. Bite en anglais? Non, moi je faisais une autre blague. Ah bon? Mais je croyais. Si, cock ring. L'anneau de la bite. Ouais. C'est des anneaux que tu vas fixer à la base de ta verge. Ou en deçà des testicules, ça dépend. Il y en a de 2 types. Voilà. Et que tu mets en deçà des testicules. Ça fait quoi? Avant de bander. Attends, je termine. Donc, avant de monter en érection. Et ensuite, tu en as que tu mets juste à la base de la verge. Et là, tu les mets une fois que tu es monté en érection. Qu'est-ce que ça fait? L'érection, c'est donc les corps caverneux qui sont comme des petites éponges à l'intérieur de la verge qui se remplissent de sang. Et quand tu débandes, c'est parce que le sang fiche le camp. Donc en fait, si tu mets un garrot, t'empêches le sang de fiche le camp. Voilà, donc tu stabilises ton érection ou donc tu la rigidifies également. Voilà. Donc ça peut être un petit truc, parce qu'ensuite, je veux dire, ce qui se passe aussi d'un point de vue psychologique, je vais me faire engueuler parce qu'il m'a dit d'être succincte, c'est qu'ensuite, on a peur de débander. Donc, et en fait, il y a des mécanismes physiologiques qui fait que l'adrénaline, ça fait débander, parce que si vous avez tous, je suppose, une verge flaccide actuellement, c'est parce que vous sécrétez en permanence, sans vous rendre compte, un neuromédiateur qui est proche de l'adrénaline. Ok. Voilà. Et juste, est-ce qu'il y a un risque si on le garde trop longtemps, le cock ring? Oui. Pas plus d'une demi-heure, pardon, j'ai oublié. Bravo Aurélien.
Super, merci. Est-ce que on peut passer le micro à Giovanni, s'il vous plaît, à moins que d'autres gens veuillent rebondir là-dessus. Ouais, on peut aussi, c'est vrai, s'il y a des gens là qui ont envie d'ajouter quelque chose là-dessus sur leur expérience, sur leurs questions, n'hésitez pas. Je ne vois pas de main se lever. Si, Diego, mais comme Diego a déjà parlé, le mec est vraiment Thomas. Alors du coup, passons à Thomas et Giovanni, on commencera par toi après. Bonjour. Pour compléter le témoignage de Michael, en fait, moi aussi, je suis bisexuel et jusqu'à il y a 3-4 ans, j'avais des expériences qu'avec ma compagne et j'ai bien mis 2 ans avant de réussir à pénétrer parce que dans la tête, il y avait tellement de choses qui se passaient, notamment un syndrome de l'imposteur qui était là. Et qui disait quoi, excuse-moi ? Le syndrome de l'imposteur, mais il me disait que j'étais pas légitime à naviguer hors de mon couple. Alors que c'était clair, hein, mais il était quand même là. C'était un accord entre vous deux ? Oui, avec ma compagne, on avait ouvert le couple parce que j'avais envie d'explorer ma sexualité avec les hommes. Mm-hmm. Et ouais, j'ai bien mis deux bonnes années avant d'accepter de pas forcément éjaculer, de pas forcément bander quand il fallait, mais que quand il y avait un moment donné, si l'excitation était là et que le partenaire avait envie, oui, on pouvait essayer d'être pénétrant. Après, faut arriver à pas se bloquer justement et vraiment aller se laisser aller et se laisser le temps, parce que c'est un changement. Parce que les corps sont pas les mêmes, les ressentis sont pas du tout les mêmes entre un homme, une femme, et les deux sont plaisants, mais il y a pas, on peut pas comparer un rapport avec un homme et un rapport avec une femme. Toi, tu parlais je crois entendre que le principal blocage c'était le couple ouvert, le défi d'avoir du sexe en dehors de ton couple, avec ta compagne. Il y avait d'autres obstacles pendant 2 ans, cette conquête de ta sexualité avec des hommes. Tu as identifié d'autres obstacles que tu as pu dépasser ? C'était surtout me légitimer en fait dans le fait de m'ouvrir et de chercher mon plaisir en fait. Parce que c'était les idées que tu avais par rapport à l'homosexualité, c'était être aussi gay, être bi, donc être hétéro et gay, c'était problématique ? Non, c'est le plus le sentiment de tromper en fait. Qui était là. C'est le couple ouvert ton sujet. Voilà, toi. surtout. Okay. Donc si tu avais des rapports sexuels avec d'autres femmes, tu avais le même syndrome de l'imposteur. Alors j'en ai pas eu, mais je pense que je l'aurais eu de la même manière. D'accord, ok. Les femmes, ça a un anus aussi, hein. Entraînez-vous avant quand vous avez décidé de switcher. Hein. Oui, toi, tu n'avais pas pratiqué la sodomie avant avec des femmes ? Non. Ok, d'accord. Mais je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette que tu dises 2 ans. Parce que je trouve que c'est le temps long qui, moi, vient me questionner sur mon impatience permanente, que tout devrait se solutionner en 2 semaines, 8 jours, ça va encore. Et je trouve que 2 ans, en fait, c'est le temps long des rencontres, de se rencontrer soi et tout. Je trouve ça chouette. De s'écouter. De s'écouter, ouais. Ok, super. Génial que vous soyez tous les deux là aujourd'hui. Vous pouvez dévorer un cookie, car nous avons des cookies, après. En parlant. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Bon. Giovanni, on a le temps. Non, on n'a pas le temps, en vrai. On a le temps. Alors, là, on va terminer la partie 1. Mais je me dis qu'après, on va trop être contraint par le temps. Merci pour cette première partie ensemble. Giovanni, on commencera par toi à cette deuxième partie, si tu le souhaites. Tu es content ? On vous attend. T'as dit quoi ? On vous attend. Très bien, ça va faire un teaser. Giovanni, pour donner envie aux gens de s'abonner au podcast et de revenir quand la partie 2 sera publiée, je ne sais absolument pas quand c'est, mais c'est quelques jours après. Toi, Giovanni, sur ton rapport à la sodomie, tu parlais de l'importance de la connexion avec l'autre qui est primordiale pour pas avoir de douleur pendant la sodomie. Tu vas nous raconter... Pas maintenant. Tu vas nous raconter un peu comment, dans toi, ton rapport à la sodomie, ce lien avec l'autre, et donc pas du tout les aspects, ou peut-être pas autant les aspects mécaniques, mais le lien, peut-être l'amour, peut-être le sentiment, la connexion est essentiel pour une sodomie réussie. Merci. On peut finir par des petits...
Super. Merci à tout le monde. C'est chouette. Bravo à vous. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver. Ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.